Le Niger fait partie des pays qui n'émettent pas des gaz à effet de serre, mais subissent les impacts du changement climatique. L'adaptation au changement climatique est de plus en plus reconnue comme mesure efficace à la réalisation du développement durable et essentielle à l'atteinte de nombreux objectifs environnementaux. C'est fort de ces constats que le gouvernement du Niger, les institutions internationales, les organisations non gouvernementales exécutent le projet entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action national pour l'adaptation au changement climatique, PANA. Il est utile de rappeler que les mécanismes d'exécution du projet PANA stimulent les initiatives locales en matière d'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre du projet PANA a déjà permis aux communautés de s'approprier les bonnes pratiques. Actuellement, beaucoup de projets tels que le projet régionalisation de l'adaptation à base communautaire ABC Maradi exécutent au niveau local les différentes actions d'adaptation et de résilience des populations face au changement climatique. Les interventions du projet ABC Maradi cadrent parfaitement avec la mise en œuvre du programme PANA et de l'initiative 3N du président de la République. Pour parvenir à une économie plus résiliente dans la région de Maradi, le projet ABC entend renforcer la capacité de réaction et d'adaptation des services administratifs techniques de soutien aux communautés pour permettre la génération d'une masse critique de résilience communautaire au changement climatique. Cependant, il est important que les principaux acteurs intéressés par la question d'adaptation à base communautaire créent un cadre de concertation afin de partager les expériences, les leçons apprises et développer davantage une synergie d'action entre les différents intervenants dans la zone des projets vulnérables au changement climatique. C'est ainsi qu'en 2010, une première rencontre des cadres de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique a été initiée par le PANA Résilience, le Fonds de l'environnement mondial, le programme AAP et CARE. Depuis lors, ces rencontres se tiennent régulièrement dans une région du Niger. Pour cette année 2018, c'est la ville de Dosso qui a abrité la 9e rencontre des cadres de concertation des acteurs intervenants dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. La première journée a été consacrée à la visite terrain. Ainsi, les différents acteurs se sont rendus à la maison du paysan sise à Falwell, une localité située à une centaine de kilomètres de Dosso. Les participants ont reçu d'amples explications et ont été émerveillés par les différentes actions réalisées. Nous faisons des visites de réalisation parce que tout simplement, il faut que les acteurs viennent constater des visu au niveau local, au niveau terrain, les actions d'adaptation que font les partenaires. Et cette zone, c'est une zone où l'eau est profonde, où la nappe est profonde. Donc vous ne pouvez pas faire de maraîchage quand il n'y a pas d'eau. Et nous avons eu comme explication que dans la zone, ils ont commencé déjà à faire la réplication. Disons la réplication, ça veut dire la duplication dans d'autres villages. Aujourd'hui, les villages environnants sont en train de mettre la même espèce donc, du manioc. Cela veut dire quoi? D'ici 2 ans, 3 ans, si le manioc, si les champs se multiplient, vous voyez bien, la population donc, aura vraiment comme ressource effectivement cette production du manioc qu'ils vont manger et peut-être même exporter ou vendre. La satisfaction, c'est que quand on a été au niveau de la maison du paysan, on a constaté l'ensemble des éléments qui composent la maison du paysan. Et nous, aujourd'hui, en faisant les maisons du paysan, c'est parce que nous avons pensé que toutes les actions que nous menons dans le cadre du PAC RC vraiment se résument correctement à travers les maisons du paysan. Et le deuxième élément, c'est que nous sommes dans un champ de manioc. Et ça aussi, dans le cadre de l'initiative 3N, le président a lancé en tout cas un appel aux partenaires d'appuyer les populations, en tout cas faire la culture du manioc. Ça ne demande pas assez d'eau, ça ne demande pas assez de travail et ça permet de produire du manioc en complément alimentaire à la production hivernale qui est insuffisante du fait des changements climatiques qui font qu'on n'a pas assez de pluie, on n'a pas assez de production. Et le constat aujourd'hui de tous ceux qui sont venus dans ce cadre-là est clair et positif. Les 2 dernières journées ont porté sur les échanges, le partage d'informations, les expériences ainsi que les mesures qui s'imposent pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Cette 9e rencontre
donnera l'opportunité aux partenaires ici présents de partager les leçons apprises et outils développés, mais également de renforcer les capacités des différentes parties prenantes sur l'approche d'adaptation à la base communautaire. Il est reconnu aujourd'hui que les mécanismes d'exécution de ces projets, sous votre impulsion, stimulent les initiatives locales en matière d'adaptation au changement climatique. À ce jour, ces mécanismes ont permis d'obtenir des résultats concrets, comme le ressassent au quotidien les populations bénéficiaires qui vous en remercient. Les leçons apprises et bonnes pratiques adoptées par ces populations et partagées ici et ailleurs qui ont valu à notre pays des prix d'excellence dans des forats régionaux et internationaux. Et enfin, des outils appropriés qui servent à orienter la position des décideurs pour une lutte efficace et efficiente contre le changement climatique. Mais vous convenez avec moi que la pierre d'achoppement reste la pérennisation de ces acquis, de ces résultats, de ces bonnes pratiques et de ces outils après la fin de l'exécution des projets. Il me tient à cœur de parler ici de cette thématique qui prend de plus en plus de l'ampleur en termes de pratiques de lutte contre le changement climatique. Je veux dire l'agriculture intelligente face au climat, en abréviation AIC. Ici, il faut noter que vraiment le projet APC qui met à la disposition quand même des multiplicateurs comme des conducteurs de démonstration, tous ces intrants vraiment sur place. Aussi le suivi encadrement des CDA, des venus et des experts, la supervision aussi des chercheurs de l'élan sur la base d'un calendrier, des DDA, et maintenant l'organisation des journées paysannes commentées et l'évaluation finale de la production qui va pour cette campagne intervenir bientôt. Depuis l'installation du projet ABC, nous avons l'habitude de faire cette information et sensibilisation. Maintenant, l'objectif de la mission, c'est d'informer, de sensibiliser les communautés sur les effets du changement climatique, mais aussi chercher à s'adapter face à ce changement irréversible à travers un changement de comportement et d'habitude. Donc l'approche à trois volets, c'est effectivement, comme son nom l'indique, c'est une approche d'abord où on a un premier niveau de planification des activités au niveau central avec tous les ministères. C'est ça que nous appelons l'AIC, qui est différente de l'agriculture intelligente comme annoncé ce matin. L'AIC, c'est juste une approche qui consiste à combiner des éléments composites, des indicateurs composites sur les questions de vulnérabilité, sur les questions de crise, sur les questions de risque, et même sur les questions démographiques pour pouvoir identifier les zones prioritaires d'intervention. Ça, c'est au niveau central. Et vous en convenez avec moi que cette analyse ne peut se faire sans, ne peut pas se faire sans les services déconcentrés de l'État, sans les expertises, en tout cas de l'État en la matière. Chers participants, donc j'ai l'honneur de vous présenter le cadre de suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre l'application au Niger. Donc en termes d'introduction, je rappelle que cette convention a été adoptée le 17 juin 1992 et elle est entrée en vigueur le 26 décembre 1996. Donc c'est une des conventions sœurs avec les deux autres conventions du Rio, changement climatique et biodiversité. Donc cette convention est un instrument qui appelle l'attention sur la dégradation des terres dans les zones arides, habitant certains des écosystèmes et certaines des populations les plus vulnérables du monde. L'objectif principal de cette convention, c'est de lutter contre la désertification, la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par ces phénomènes, en particulier en Afrique, en vue d'un développement durable. Donc, conformément à l'article 27 de cette convention, chaque pays parti doit communiquer tous les 2 ans les rapports sur les mesures qu'il a prises au fin de la mise en œuvre de la convention. Ça veut dire faire l'état de mise en œuvre des conventions. Ainsi, le Niger, pour son dernier rapport, donc, a lancé ce processus d'élaboration qui a duré 4 mois, donc sous la coordination du secrétaire de CNDP, qui est le point focal national de cette convention. Ce rapport, disons, est élaboré, puisqu'il est déjà fait, pour la première fois sur le renseignement des 3 indicateurs d'impact. Les aides, c'est surtout par rapport au film que je trouve très intéressant, qui montre que quelque part, il y a des bonnes pratiques qui sont en train de mener par les populations locales, notamment la pratique sur la conservation de la pomme de terre et donc sur l'utilisation du le NIM pour
jugé comme c'est un parasite contre la culture. La question que je posais, c'est de savoir si la GIZ dans le cadre de la SPIM-là a pris disposition pour en fait diffuser ces pratiques que je trouve vraiment de très bonnes pratiques, surtout celles liées à la conservation de la pomme de terre. Comme le gars il avait dit, c'est que la récolte de la pomme de terre le plus coûte 200. Une fois qu'il arrive à la conserver, à un moment il n'a pas de la durée, ça prend 600. Donc il faut vraiment essayer de voir comment décrire ça, c'est-à-dire qu'en tant que technique éprouvée, la répliquer ailleurs et vraiment faire un catalogue, c'est-à-dire décrit cette pratique, parce que je me rappelle qu'il y a 2 mois, on était à Dakar, sur un sommet sur l'initiative africaine de lutte contre la désertification. Et on avait demandé à chaque pays de présenter une bonne pratique en matière d'adaptation au changement climatique. Nous, on avait à l'époque présenté la RNA avec ses caractéristiques et ça nous a pris le premier prix. Donc, ce genre de choses, je pense que c'est des choses qu'il faille en tout cas documenter et puis aussi pouvoir les présenter dans des rencontres internationales comme la COP24. J'ai une seule question donc à l'endroit de la première présentation du PROMAF qui a porté sur une activité que j'ai beaucoup appréciée, le suivi écologique, en lien avec les activités que je suis en train de mener. Donc je voudrais savoir s'il collabore par rapport à la conduite de cette activité avec le Centre national de surveillance écologique et environnementale, qui est la structure étatique donc, à qui l'État du Niger a confié cette mission. Donc je pose cette question pour 2 soucis. D'abord, est-ce que le centre est en train de capitaliser tout ce qu'ils sont en train de faire? Et la deuxième maintenant, est-ce qu'ils sont en train d'harmoniser les approches et les techniques donc, en matière de suivi écologique et environnemental? Je voudrais faire une contribution pour dire qu'une des variétés dénommée Dahajia a la caractéristique principale de résister contre le striga. Elle a fait ses preuves à travers plusieurs démonstrations. Parmi les bonnes pratiques que le secrétaire exécutif a abordé une des parties, c'est par rapport à l'utilisation de l'huile de Nîmes. Pourquoi l'intérêt seulement sur le biopesticide à base d'huile de Nîmes, étant donné qu'il y a d'autres méthodes alternatives aussi biologiques? Chacun s'approche à ce qu'il a présenté comme étant la meilleure des options. L'objectif peut-être de ce cadre de concertation, c'est qu'à terme, qu'on puisse dépasser cette vision des choses. Il y a en toute chose, comment dirais-je, un modèle ou un montage qui peut être le plus accepté comme étant soit l'optimum ou bien le plus efficace. À terme, peut-être pour mieux lutter, avoir cette adaptation au changement climatique, il faut qu'on ait tous les intervenants et les mêmes technologies, les mêmes approches en termes de mise en œuvre, en termes de suivi, en termes de consolidation et de pérennisation, pour répondre au souci de Mme Solange. Pour que toutes ces actions puissent se réaliser, il faut des fonds, il faut de l'argent, il faut financer. Donc quel est le mécanisme de financement par rapport à cela qui a été pensé afin d'assurer la pérennisation de ces différentes actions-là? Dans un souci aussi de coordination et de synergie d'action, je voulais savoir quel est l'alignement de toutes ces approches-là par rapport comment on appelle ça, aux mécanismes nationaux de financement. Je vous prends à titre d'exemple l'ASPIN dont on a parlé ici, effectivement. Nous avions un mécanisme de financement qui est issu de l'ASPIN, actuellement que l'on appelle le FISAN, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans lequel nous, notre intervention en tant que banque agricole au Niger se focalise au niveau de la facilité 1, à savoir financer tous ces projets et programmes innovants et qui s'adaptent, qui permettent de s'adapter au changement climatique. Vous voyez, là aussi on a essayé de faire une évolution décennale. Maintenant on a pris chaque décennie pour voir comment cette variation... Voilà. Donc vous voyez, la décennie 61 à 111, vous avez ce
C'est très horizontal, vous voyez de 111, vous voyez tantôt ça c'est supérieur à la normale, tantôt c'est inférieur à la normale, voilà. Et là c'est de 2011 jusqu'à 2018. Donc on voit que vraiment pour la pluviométrie, il y a une grande variabilité qui est là, donc vraiment il faut savoir comment s'adapter. Par rapport à cette température maximale, on voit qu'il y a une augmentation, là on voit vraiment l'évolution, on voit la croissance qui est là. Là c'est unanime. La température maximale est en train d'augmenter et la place de 2018 c'est toujours une augmentation. Donc là c'est la température minimale et toujours. Donc vous avez aussi toujours une évolution qui a une tendance à la hausse. Aussi à partir des années 1998 jusqu'à nos jours. Vraiment, c'est une tendance qui est là en hausse. Donc, la température minimale, la température maximale est en train d'augmenter. Donc, vraiment, il faut que les chercheurs s'attellent à chercher des variétés qui vont vraiment résister, non pas par rapport à la sécheresse, mais par rapport aux fortes températures ou aux basses températures. On fait du maraîchage. Et les gens n'utilisent que les pesticides. Il y a des études qui ont été faites par l'université qui montrent que dans les nappes, il y a la présence de pesticides. En dehors des nitrates, parce que c'est l'engrais minéral qu'on utilise. Il faudrait, c'est une question, il faudrait essentiellement qu'on s'en occupe. Il y a des méthodes alternatives, il y a des ONG qui ont déjà appliqué ça et ça marche. Quand vous prenez l'école instrument de paix, je sais qu'ils ont développé beaucoup de méthodes alternatives liées à l'utilisation par exemple du piment, du savon noir, ainsi de suite, pour lutter contre les ennemis de culture. Donc il faut prendre au sérieux cette question. Et le deuxième aspect, bon, la question c'est le programme de l'IA. En fait, j'ai posé la question, on a discuté, mais j'aimerais quand même ramener ça. C'est la question de bio-restauration. Qu'est-ce qui fait bio dans cette question de bio-restauration? Quelle est la différence pour que ce concept soit accepté? C'est aussi la question de bocage. C'est-à-dire, en Europe, il y a bocage. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre bocage sahélien et bocage européen? Puisque c'est un terme en plein pays. Dans la formation que le PROMAC donne aux producteurs, en tout cas, tous les produits alternatifs sont pris en compte dans cette gestion intégrée de protection des cultures. Effectivement, pour les pompes solaires, le PROMAP est en train de tester ces pompes solaires pour l'instant. Nous avons même des résultats partiels, en tout cas en termes de rentabilité économique, au niveau de Bonkougou, où nous avons placé une pompe depuis 2017. Et on a constaté que lors des études qui ont été menées autour de cette pompe, déjà avec une seule campagne de production de pommes de terre, on arrive à rentabiliser l'investissement de départ. Ce qui veut dire que, en tout cas, la pompe solaire, en attendant les résultats des autres régions ou des autres sites, nous pouvons déjà avancer que, en tout cas au niveau de ce site, ça pourrait quand même être rentable. Quelles sont les dispositions qui vont être prises par le projet? Parce qu'une fois, on a l'habitude de voir qu'une fois que le projet est parti, les populations reviennent sur leurs anciennes habitudes. Donc, c'était lié au financement de certaines actions prioritaires identifiées par les communautés. Au niveau de chaque village, on a mis, les communautés ont élaboré des plans d'action de gestion des risques et catastrophes. Donc, c'est en collaboration avec les services techniques déconcentrés au niveau de la région et puis les autorités communales et eux-mêmes les communautés. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui a été inventé par notre aide, c'est des besoins identifiés par les communautés elles-mêmes. Maintenant, l'autre question par rapport à ce que l'honorable député a posé à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le gouvernement, nous, en ce qui nous concerne, à la fin de chaque projet, on élabore ce que nous appelons le plan de sortie. C'est une stratégie qui permet de nous retirer progressivement à la fin du projet. Et c'est avec les communautés qu'on identifie quelles sont les actions qui peuvent être faites
de façon continue pour que les actes du projet ne retombent pas. Juste pour partager avec vous quelques informations concernant la participation du Niger à la conférence internationale de la sécurité sur le changement climatique, la 4e d'ailleurs, qui va se tenir à Katowice, c'est en Pologne. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, comme à l'accoutumée, chaque année, le Niger s'apprête à y prendre part. Et c'est ainsi que le pays, à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, crée un comité national préparatoire. Ce comité a été installé et les groupes ont été mis en place. Ces groupes de travail, je vais expliquer par mes collègues, ces groupes de travail sont, il y a le groupe politique, le groupe technique, le groupe communication et logistique. Pour cette année, le Niger va pouvoir aligner un pavillon et le pavillon est intitulé Pavillon Niger Commission Climat, puisque le Niger assure le lead du climat du G5 Sahel. Il a été demandé au groupe communication et logistique de faire un planning d'animation du pavillon et la conférence internationale débute du 2 au 14 décembre 2018. Au sortir de cette rencontre, quelques acteurs nous ont livré leur point de vue. Je sens à travers ce cadre un changement de comportement. Je sens que nos populations les plus reculées commencent à se rendre compte de ce phénomène qui n'est pas seulement pour les riches, mais qui est aussi pour les pauvres. Même si on pollue moins, nous. Donc, l'avenir de ce cadre, c'est de se retrouver au sein d'une seule structure qui fait les choses ensemble et sont tous unanimes qu'il faut harmoniser. On tend vers un cadre qui est efficace, on tend vers un cadre qui veut vraiment faire bouger les choses. C'est important que les acteurs se concertent. C'est très important de se voir et d'échanger sur les sujets et de se renforcer et établir une synergie entre les différents acteurs et projets. Le cadre a certainement un avenir. Vu que c'est déjà la 9e rencontre et que ça continue, les acteurs sont très motivés. À mon avis, pour l'avenir, il faut qu'on s'élargisse encore. À mon avis, on n'a pas impliqué tous les acteurs. Et ça reste un travail. J'espère que ça peut continuer dans le futur comme une plateforme ouverte pour tous les acteurs dans les changements climatiques. Nous avons commencé avec 4 projets et que fut ma satisfaction aujourd'hui quand je me rends compte que nous avons au moins une vingtaine de projets qui sont en train d'animer ce cadre de concertation. Donc je ne peux que me réjouir et dire que vraiment c'est une des plateformes les plus importantes dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes d'adaptation au changement climatique au Niger. Et je sais que ça va aller en crescendo et surtout que si ces cadres-là arrivent après sa 9e rencontre, faire peut-être un petit stop, essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir de meilleures perspectives. Et ces meilleures perspectives-là, nous ne pouvons les avoir qu'en essayant de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place d'autres projets. D'abord, un projet qui renforcera les capacités du cadre lui-même. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, le cadre il est financé par ses acteurs eux-mêmes. Ce qui lui permettra d'avoir des capacités où ses membres auront des capacités à monter encore des projets, à mettre en œuvre dans nos différentes communes pour que, en tout cas, les besoins les plus immédiats et urgents de nos populations soient satisfaits. Quand on dit 9 ans, c'est assez suffisant pour dire que nous sommes presque en maturité aujourd'hui. Et de plus en plus, nous constatons l'engouement effectivement de ces acteurs-là. Et de bons résultats, disons, sortent de ces différentes rencontres. Il nous reste à mettre en commun toutes ces bonnes pratiques qu'on a échangées durant ces 9 ans-là en vue de les documenter. Et aussi, le cadre aura, en tout cas dans l'avenir, à contribuer à beaucoup dans le cadre de la mise en œuvre de certaines politiques et stratégies en matière de changement climatique. Vous avez vu, nous avons beaucoup insisté sur la collecte des données et informations qu'il faut effectivement pour essayer d'alimenter la base de données en matière de la mise en œuvre des conventions ici de Rio. Je parle de la convention changement climatique, la convention des certifications et la convention sur la biodiversité. Donc nous pensons que vraiment à la 10e rencontre qui aura lieu certainement l'année prochaine dans une des régions qui sera identifiée, nous allons nous asseoir pour dire que 10 ans, il faut que ça se fasse. Et ça se fait comment? Ça se fait vraiment en cherchant à faire le bilan de tout ce que nous avons fait
n'est-ce pas? Nous avons déjà pour cette rencontre-là commencé à dégager des perspectives. Les perspectives-là seront présentées l'année prochaine et le cadre aura tout son poids. Je dis bien tout son poids qu'il faut, en tout cas parce qu'aujourd'hui, il est un des rares cadres où les acteurs viennent échanger entre eux. Donc vraiment, je pense que 10 ans, l'année prochaine, on fera un bon bilan de nos interventions. En conclusion, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que ces rencontres du cadre de concertation doivent être pérennisées pour le bien de tous et notamment celui des populations rurales.